Petite information préalable au visionnage des deux vidéos qui vous est demandé de regarder aujourd'hui. Il y a quelques petites erreurs qui se sont glissées dans ces vidéos. Notamment par moment, je parle de dendrites de silicium. Donc évidemment, c'est une erreur, hein. Les dendrites sont forcément des dendrites d'aluminium. Donc on parle de dendrites d'aluminium ou dendrites de solution alpha primaire. Et de la même façon, le silicium primaire, ce sont toujours des pavés. Donc bien toujours comprendre, même si c'est pas forcément toujours, ça correspond pas forcément toujours à ce que j'ai dit, bien comprendre toujours dendrite d'aluminium ou de solution alpha primaire et pavé de silicium primaire. Voilà, donc vous pouvez maintenant regarder les vidéos et corriger par vous-même les quelques petites erreurs qui ont pu se glisser. Alors nous avons vu dans les séances précédentes les différents types d'alliage aluminium-silicium qu'on était susceptibles de rencontrer et le processus de formation des différents constituants au cours du refroidissement, que ce soit pour les ALSI 12, donc ici ALSI 11,7, donc alliage qu'on appelle eutectique, où on va rappeler rapidement que donc l'alliage, on part d'une température de coulée aux alentours de 700 degrés. L'alliage est complètement liquide jusqu'à 577 degrés, qui est la température du palier eutectique. Et la totalité de l'alliage se transforme ensuite en solide eutectique, composé d'un fond d'aluminium et d'aiguilles de silicium. Deuxième cas de figure que nous avons observé, par exemple un ALSI 7, qu'on appelle un alliage hypoeutectique. Cette fois, l'alliage est complètement liquide jusqu'à ce qu'il arrive ici sur la ligne qui correspond au liquidus. Ensuite, on a une partie du liquide qui va se transformer en dendrite de solution solide alpha qui est de l'aluminium. Et puis ensuite, quand on arrive au palier eutectique, le reste du liquide qui ne s'est pas transformé en solution solide alpha primaire se transforme en eutectique. Et ensuite, on a donc un mélange de dendrite de solution alpha primaire et d'eutectique. Pour les alliages hypereutectiques, par exemple un ALSI 20, donc là vous avez dû étudier ça juste avant de suivre cette petite vidéo. Donc vous avez l'alliage qui est complètement liquide jusqu'au liquidus, de la même façon que ce qu'on trouvait sur les hypoeutectiques, sauf qu'ici on va faire du silicium primaire. Donc on va commencer à solidifier une partie du liquide en solution solide bêta primaire, et cette fois la solution solide bêta primaire, elle ne se forme pas sous forme de dendrite, elle apparaît sous forme de petits pavés. Donc on a des pavés de silicium primaire qui apparaissent ici, une partie du liquide se transforme en pavé de silicium primaire, et le reste du liquide, une fois qu'on arrive à la température du palier eutectique, se transforme également en eutectique, donc l'eutectique qui est toujours la même chose pour les aluminium silicium, c'est-à-dire un fond d'aluminium avec des aiguilles de silicium. On va maintenant reprendre tout ça, mais avec les micrographies qui sont associées. Donc ce sont les mêmes micrographies que celles que vous avez eues sur les différents documents-réponses pour l'étude des différents alliages, mais on va reprendre un petit peu tout ça et apporter quelques petits compléments d'information. Donc dans un premier temps, on va reprendre l'alliage eutectique. Donc ici, c'était un ALSI 12 qui a été moulé en sable. On verra tout à l'heure que le fait qu'il ait été moulé en sable, ça peut avoir son importance. On retrouve la structure tout à fait classique, hein. Donc on a l'ensemble de la micrographie qui est sous forme d'eutectique, qui est composé d'un fond d'aluminium, solution solide alpha, d'aiguilles de silicium, solution solide bêta, et cet ensemble de fonds d'aluminium et d'aiguilles de silicium forme ce qu'on appelle l'eutectique. Et là, on parlera d'eutectique aciculaire, puisque le silicium, la solution solide bêta, est sous forme d'aiguilles. Donc l'adjectif aciculaire, c'est ce qui est relatif aux aiguilles. Par contre, on peut constater également que on voit quelques petits pavés de silicium primaire, c'est-à-dire des formes de silicium qui ne sont pas sous forme d'aiguilles, mais sous forme de petits pavés. Alors, ça peut paraître bizarre, puisqu'on a dit précédemment que les pavés de silicium primaire, c'était les constituants des alliages hypereutectiques. On remarque également des zones ici où vous avez des plages de solution solide alpha dans lesquelles il n'y a pas ou quasiment pas d'aiguilles de silicium. Alors tout ça, ça s'explique de façon très simple. Si on remonte un petit peu sur le diagramme ici, lorsqu'on parle d'un alliage eutectique, on est en fait à la frontière entre le domaine des hypoeutectiques à gauche et des hypereutectiques à droite. Donc si on considère, ce qui en toute logique sera la réalité, que l'alliage n'est pas homogène ou que le silicium n'est pas réparti de façon homogène dans l'alliage liquide, il est fort possible qu'à certains endroits, vous ayez une surconcentration de silicium, légèrement supérieure à 11,7 ou 12%, ce qui entraîne la formation de pavés de silicium primaire, puisque l'alliage dans ces zones-là est légèrement hypereutectique,
Et forcément, si on a un peu plus de silicium à certains endroits de l'alliage, eh bien on aura un peu moins de silicium dans d'autres endroits. On va donc se retrouver avec un alliage légèrement hypoeutectique à d'autres endroits, ce qui va entraîner l'apparition de quelques dendrites. Donc il est tout à fait logique dans un alliage eutectique de retrouver évidemment majoritairement de l'eutectique, un fond d'aluminium avec des aiguilles de silicium à l'intérieur, et quelques petits éléments hypereutectiques, des petits pavés de silicium primaire ici, et quelques petits éléments hypoeutectiques, ici les dendrites de solution solide alpha. Ensuite, donc, on va regarder un petit peu pour rappeler ce qui se passait sur un ALSI7. Donc ici, vous avez un alliage ALSI7, alliage hypoeutectique, donc de composition en silicium inférieur à l'eutectique. Donc là, on retrouve la structure tout à fait classique d'un alliage aluminium-silicium à 7% de silicium, à savoir des dendrites de solution solide alpha, donc des dendrites d'aluminium primaire ou de solution solide alpha primaire, et entre ces dendrites de l'eutectique, toujours composé d'un fond d'aluminium et d'aiguilles de silicium. On voit très bien ici, du fait qu'on est sur un alliage hypoeutectique, qu'il n'y a plus du tout de pavé de silicium primaire, c'est normal, on n'est plus à la frontière des deux éléments, donc il n'y a aucun endroit de l'alliage qui a une concentration supérieure à 11,7%. Ça c'est tout à fait normal. Et par contre, on voit que la présence de dendrites, ou en tout cas la quantité de dendrites présente sur cette micrographie, est largement supérieure à la quantité de dendrites qu'on pouvait avoir sur un ALSI 12. Donc il est anormal, on va dire, de confondre un ALSI 7 et un ALSI 12. Et surtout, il ne faut pas, parce que vous avez quelques petites dendrites sur un ALSI 12, penser que ça puisse être un alliage hypoétectique. Il est normal de trouver quelques petites dendrites sur un ALSI 12, mais vous remarquez ici que sur un ALSI 7, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et donc ça permet d'éviter toute confusion par rapport à ça. Ensuite, donc, on passe à l'alliage hypereutectique, donc c'est celui que vous avez dû étudier de façon un petit peu autonome, hein. Je vous ai laissé vous débrouiller un petit peu là-dessus sur l'exercice précédent. Donc alliage hypereutectique, ici on a choisi de représenter la micrographie d'un ALSI 20, donc 20% de silicium. Vous observez donc les pavés de silicium primaire, hein. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que sur l'alliage ALSI 12 de tout à l'heure. Et puis entre les pavés, voilà, vous voyez toujours un fond d'aluminium avec des petites aiguilles de silicium qui ne sont pas tout à fait aussi représentatives que celles qu'on pouvait voir sur la LSI 7 ou la LSI 12, mais bon, ce sont bien des aiguilles de silicium, et donc cet ensemble représente l'eutectique. On a donc les pavés de silicium primaire qui sont solidifiés en premier, et puis l'eutectique qui s'est solidifié à la température, comme d'habitude, de 577 degrés. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les structures classiques des trois principales familles d'alliage d'aluminium-silicium, eutectique, hypoeutectique comme la LSI 7 ou hypereutectique comme par exemple la LSI 20. On va voir maintenant que les structures peuvent être légèrement différentes en fonction d'un certain nombre de paramètres. Le premier des paramètres qui peut intervenir, c'est la vitesse de refroidissement. Ici, vous avez un alliage ALSI 12, mais cette fois, il n'a pas été moulé en sable, il a été moulé en coquille. Donc la micrographie que vous avez ici, elle a exactement le même grossissement que la micrographie que vous avez vue au paragraphe 2 tout à l'heure sur l'alliage eutectique. On constate donc ici qu'on a une structure beaucoup plus fine, les aiguilles de silicium sont beaucoup plus fines, et de même on retrouve les autres constituants qu'on avait sur la LSI 12 tout à l'heure, à savoir quelques petits pavés de silicium primaire que vous avez ici, et des dendrites qu'on voit ici apparaître sous une forme un petit peu plus allongée. Vous voyez ici, on voit une succession de petites parties donc qui font penser à des dendrites. Donc on retrouve bien les éléments qu'on avait sur un LSI 12 moulé en sable, mais avec une structure beaucoup plus fine, et ça nous permettra d'avoir des caractéristiques mécaniques un petit peu meilleures qu'un LSI 12 moulé en sable. Donc comme on vient de le voir, on peut agir un petit peu sur la structure, en tout cas sur la taille des éléments de structure avec la vitesse de refroidissement, mais on va également pouvoir agir sur la structure ou sur la taille des éléments avec d'autres moyens. Par exemple, vous avez ici la présentation de ce qu'on peut faire au niveau de l'affinage des constituants primaires. Donc les constituants primaires, ce sont les dendrites de silicium primaire pour les alliages hypoeutectiques et les pavés de silicium primaire pour les alliages hypereutectiques. Donc dans un premier temps, pour les alliages hypoeutectiques, on va pouvoir affiner les dendrites d'aluminium primaire en ajoutant du titane bore. Donc ça va permettre d'avoir un petit peu plus de germes de solidification. Et donc plus on aura de germes de solidification, plus on aura de dendrites qui apparaîtront. Et donc comme on va créer la même quantité d'alliage, de silicium, de dendrites de silicium primaire, et bien plus vous aurez de germes, plus vous aurez de dendrites, et donc plus ces dendrites seront fines.
Donc ici, vous avez une vue agrandie d'une dendrite d'un ALS-I7, et vous voyez ici au centre un petit germe, donc qui a une composition chimique de type TiAl3, donc c'est un petit combiné entre le titane et l'aluminium. Et c'est ce germe-là qui a permis la solidification, ou en tout cas qui a initié la formation de la dendrite pour la solidification de l'alliage. Donc cette technique-là, elle consiste en quoi? Lorsque l'alliage est à l'état liquide dans le four, on introduit des pastilles, donc qu'on appelle des flux, qui contiennent du titane bore et qui vont se dissoudre dans l'alliage et créer des germes à l'intérieur de l'alliage liquide. Et c'est ce qui permettra, pendant la solidification, en tout cas pendant la solidification primaire, c'est-à-dire entre le liquidus et le paléotectique, de créer tous ces germes et d'obtenir donc la multiplication des dendrites et donc un affinage des dendrites. Il est également possible d'affiner les constituants des alliages hypereutectiques. Voilà, donc ici, alors j'ai pas associé la micrographie, mais vous allez la retrouver sur la micrographie qu'on a vue précédemment. Et donc pour les alliages hypereutectiques, on peut multiplier les germes pour le silicium primaire en ajoutant du phosphore. Donc là, on va mettre un flux qui va diffuser du phosphore dans l'alliage et qui va permettre de multiplier les germes pour obtenir des petits pavés de silicium primaire. Donc si on remonte sur la micrographie de l'alliage hypereutectique, cet alliage que vous avez là, la micrographie qui lui correspond en tout cas, vous pouvez apercevoir au milieu d'un certain nombre de pavés un petit point noir qui correspond au germe de phosphore qui a permis la solidification d'un grand nombre de petits pavés de silicium primaire. Si on n'avait pas fait d'affinage au phosphore sur l'alliage d'où est issue cette micrographie, on aurait eu 3 ou 4 gros pavés de silicium ici répartis sur cette image micrographique. Donc il est quasi indispensable pour les alliages hypereutectiques d'avoir un affinage au phosphore si on veut des caractéristiques mécaniques homogènes. Ici, le fait que les pavés de silicium soient répartis de façon très homogène dans toute la surface de la micrographie et qu'ils soient de petite taille, ça donne des caractéristiques mécaniques qui sont homogènes et ça permet d'avoir notamment des aptitudes à l'usinage qui sont relativement bonnes. C'est-à-dire que les petits pavés là ne vont pas générer de vibrations ou de problèmes particuliers à l'usinage. Si on avait 2-3 gros pavés de silicium primaire et ici répartis sur l'alliage, eh bien ce seraient des points très durs par rapport à la partie plus tendre de l'eutectique qui généreraient des vibrations pendant l'usinage, donc des états de surface mauvais, et puis qui pourraient même générer l'arrachement de ces pavés et donc apparition de porosité dans l'alliage. Voilà. Donc si on revient un petit peu là-dessus, donc affinage des constituants primaires. Pour les alliages hypoeutectiques, ajout de titane bore pour multiplier les germes et entraîner plus de dendrites et donc des dendrites plus petites. Et puis pour les alliages hypereutectiques, ajout de phosphore pour obtenir une multiplication donc, des pavés de silicium primaire et donc avoir un alliage un petit peu plus homogène. On va également pouvoir agir sur la forme de l'eutectique. On a vu précédemment sur les micrographies que lorsque on solidifiait un alliage d'aluminium-silicium, par exemple un alliage eutectique à LiSi12, la totalité de l'alliage se solidifiait sous forme de fond d'aluminium avec des aiguilles de silicium. Et on a appelé ça tout à l'heure un eutectique aciculaire. Et bien pour les alliages qui comportent de l'eutectique, il est possible de modifier la forme de l'eutectique. Donc vous avez ici par exemple un LSI12 qui est un eutectique qu'on va non plus caractériser d'eutectique aciculaire, mais maintenant d'eutectique lamellaire. Donc ça se produit lorsqu'on a fait un traitement à l'antimoine. L'antimoine, donc symbole chimique Sb, que vous retrouvez sur le tableau périodique des éléments. Donc lorsque vous avez présence d'antimoine dans l'alliage, donc on verra sur un document tout à l'heure, un autre document, quelles sont les quantités d'antimoine et comment tout ça se gère par rapport aux alliages. Donc quand vous avez présence d'antimoine dans l'alliage, vous avez ici une micrographie où vous voyez que les particules, entre guillemets, les aiguilles de silicium, donc ne sont plus aussi grosses qu'avant, ce sont des lamelles beaucoup plus fines. Et puis on constate une deuxième chose, c'est que comme l'antimoine empêche la croissance du silicium, eh bien vous n'avez plus non plus de pavés de silicium primaire qui sont apparus, ou quasiment plus. Et puis deuxième fait, c'est que les dendrites de solution alpha primaire, comme l'eutectique est un petit peu plus fin, puisque les lamelles sont plus fines que les aiguilles de silicium, eh bien l'eutectique laisse apparaître ici les dendrites de solution alpha primaire de façon un petit peu plus visible que ce qu'on pouvait avoir dans un alliage de type aciculaire.
Vous pouvez remarquer également ici, comme on a rajouté de l'antimoine, il y a des petits composés, des petites particules noires, des petits amas ici, qui sont en fait des composés chimiques combinés entre l'aluminium et le silicium, donc avec une particule qu'on appelle AlSB. Voilà, donc ça c'est la première possibilité pour la modification de l'eutectique dans les aluminiums silicium. La deuxième possibilité, qui est un petit peu plus utilisée encore, c'est l'eutectique fibreux. Donc là, vous voyez un alliage toujours à LSI 12, mais cette fois, l'eutectique n'est plus ni aciculaire ni lamellaire comme précédemment, mais fibreux. Donc comment est-ce qu'on obtient ça? Tout simplement en introduisant du sodium dans l'alliage liquide, donc, ou alors du strontium. Donc deux éléments chimiques différents. Quelle va être la différence? Le résultat sera sensiblement le même. Si vous avez fait un traitement au strontium, vous verrez apparaître des petites particules noires ici appelées AlSi2Sr. Si le traitement a été fait au sodium, ces particules-là n'apparaîtront pas. Donc ça permet de savoir si un alliage a été modifié soit au sodium, soit au strontium. Ça présente peu d'intérêt puisque dans les fonderies, ils savent très bien avec quel type de produit ils font leur traitement. Donc ils ne vont pas aller vérifier derrière s'il y a présence d'éléments liés au strontium ou pas. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le sodium va avoir un effet au bout de 5 minutes. Une fois que le traitement au sodium a été fait, on peut couler au bout de 5 minutes. Par contre, il faut couler avant 30 minutes, puisque vous allez avoir un évanouissement du sodium et donc une perte de l'effet, et donc une perte de l'eutectique fibreux. Par contre, le traitement au strontium, c'est un petit peu moins rapide. Il faut attendre 10 à 20 minutes que le strontium fasse son effet. Par contre, après, vous avez de 2 à 4 heures, et on verra sur un autre document que ça peut même aller bien plus loin que ça, selon certains écrits ou certains documents techniques liés à des fournisseurs. Voilà. Donc les trois possibilités de technique pour les alliages aluminium-silicium: le technique aciculaire, le technique lamellaire avec la modification en lithium-1, et puis le technique fibreux, modification au sodium ou au strontium. On remarque également pour le technique fibreux, comme c'était le cas pour le technique lamellaire, qu'il n'y a plus d'apparition de pavés de silicium primaire et que les dendrites sont encore mieux mis en évidence. Donc ici, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de dendrites. Ça n'est pas pour autant que c'est un AlSi 7, c'est pas du tout un alliage hypoeutectique, c'est vraiment un alliage eutectique et il est tout à fait normal de conserver quelques dendrites dans un alliage eutectique. Le traitement de modification de l'eutectique le plus utilisé parmi l'antimoine ou le sodium et le strontium, c'est celui qui permet d'obtenir un eutectique fibreux. Donc, et notamment en France, la majorité des entreprises travaillent, à ma connaissance, avec du sodium pour obtenir un eutectique fibreux. Par contre, vous avez vu que la modification ne sera effective qu'au bout de 5 minutes et pendant un maximum de 30 minutes. Il y a donc des risques d'obtenir des défauts de modification. Et donc on va maintenant regarder un petit peu ce qu'on peut obtenir comme défaut de modification. Le premier défaut de modification qu'on peut obtenir, c'est ce qu'on appelle un alliage sous-modifié. Donc les structures sous-modifiées, c'est des structures dans lesquelles le taux de sodium, par exemple, n'est pas assez élevé. Alors ça peut venir de quoi? Ça peut venir d'un manque de sodium au départ pendant le traitement d'élaboration, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis assez de sodium ou de flux de sodium dans l'alliage liquide, ce qui n'a pas permis d'avoir une modification correcte. L'autre possibilité, c'est que l'alliage, une fois traité, est attendu trop longtemps avant d'être coulé. Et comme il y a un évanouissement du sodium au fur et à mesure du temps, si on attend trop longtemps, la teneur en sodium baisse dans l'alliage et du coup ça entraîne également une sous-modification. Cette sous-modification, elle se traduit sur la micrographie par des lignes de sous-modification que vous apercevez ici à l'écran, sur la micrographie. Donc des zones dans lesquelles vont commencer à réapparaître des cristaux primaires et des aiguilles de silicium un petit peu plus grosses que les petites fibres de silicium noyées dans l'aluminium que vous pouvez voir partout ici. Donc ça entraîne évidemment une baisse des caractéristiques mécaniques, aussi bien de la résistance que de l'allongement. Alors on pourrait se dire, pour être tranquille, on va charger un petit peu en silicium, on va forcer la dose, et comme ça on sera pas embêté. Sauf que si vous surmodifiez, si vous mettez trop de sodium dans l'alliage, vous allez obtenir ce qu'on appelle des lignes de surmodification. Et donc ces lignes de surmodification, tout à l'heure, on avait des lignes de sous-modification qui délimitaient un petit peu des zones comme des cellules ou des amas des amas de surplus de sodium par endroit. Ici, la surmodification, on va obtenir un petit moutonnement. C'est-à-dire que vous allez avoir des lignes successives comme ça, comme des petits moutonnements, comme des petits nuages dans le ciel. Il n'y aura pas des grosses délimitations comme on pouvait l'avoir précédemment. Donc ça va se traduire comme ça. Et à l'intérieur de ces
ligne, vous allez retrouver donc des plages avec des tout petits pavés, mais un petit peu arrondis. Ce ne sera pas des structures aciculaires comme on pouvait les avoir dans la sous-modification. Et puis si on force encore, on va tomber sur des plages de surmodification dans lesquelles vous allez retrouver des cristaux primaires, mais comme je le disais précédemment, avec des formes un petit peu arrondies, un peu rondes, qui font un petit peu penser à d'autres structures des fontes, comme par exemple la lédéburite. Voilà. Donc la surmodification sera toujours préférable à la sous-modification, c'est-à-dire que les caractéristiques mécaniques ne seront évidemment pas aussi bonnes que si l'alliage a été modifié parfaitement, mais elles seront un petit peu meilleures que si l'alliage avait été sous-modifié. L'idéal étant évidemment d'avoir une structure modifiée tout à fait correctement et d'éviter l'apparition de ces deux phénomènes. On vient de voir donc les deux défauts qui pouvaient apparaître dans les alliages d'aluminium-silicium par rapport à la modification, donc la sur- et la sous-modification. Il y a malheureusement d'autres causes de défauts possibles ou de mauvaise qualité des alliages qui peuvent apparaître. Donc on va regarder ça. La première des causes, c'est le fer qui va être dissous à l'intérieur de l'alliage. Alors ce fer, il peut avoir plusieurs origines. Il peut venir des outillages, donc des louches qui seraient mal protégées, des poches de coulée métalliques qui seraient également mal protégées, ou alors tout simplement lors de la coulée en coquille, donc les empreintes, les moules qui sont métalliques. Et pareil, s'ils ne sont pas bien protégés, ben, ils peuvent également introduire du fer dans le bain d'aluminium liquide. Alors, le fer, on pourrait penser qu'on est tranquille quand on met ça dans l'aluminium parce que sa température de fusion, ou en tout cas les aciers, est de l'ordre de 1600 degrés. Mais ce n'est pas un phénomène de fusion qui se produit, c'est un phénomène de dissolution. C'est-à-dire que l'aluminium liquide va aller ronger entre guillemets le fer, va aller piquer des atomes de fer dans les aciers et va les dissoudre. Et une fois que ces éléments, ces atomes de fer sont dissous, eh bien, il va y avoir des composés intermétalliques qui vont se former à base de fer. Donc ces composés intermétalliques, ils ont une formule chimique, ça s'appelle AlFe-MnSi, donc c'est un composé mixte, hein, il y a de l'aluminium, du fer, du manganèse, du silicium, et ça peut apparaître sous deux formes. La première des formes, c'est la forme alpha, qui va donner des constituants un petit peu particuliers, ici en forme d'arête de poisson ou d'écriture chinoise. Donc ça, c'est la forme la moins gênante, en tout cas la moins pénalisante d'un point de vue des caractéristiques mécaniques, puisque ça s'approche un petit peu des aiguilles de silicium. Par contre, la deuxième forme, qui est malheureusement la plus commune, c'est la forme bêta des AlFe-MnSi. Et là, on va retrouver des grandes aiguilles ou des grandes plaques de constituants au fer qui vont énormément fragiliser l'alliage et donc qui vont nuire à ses caractéristiques mécaniques. Alors là, on a un exemple de constituant au fer dans un alliage avec un eutectique aciculaire. Donc les effets sont moindres. Par contre, imaginez la même chose dans un alliage qui a été modifié pour avoir un eutectique fibreux, où là, on espère de très bonnes caractéristiques mécaniques. Eh bien, si vous avez des éléments comme ceux-ci qui apparaissent dans l'alliage, évidemment, ça va complètement dénaturer les caractéristiques de l'alliage. Pour éviter donc d'avoir des constituants au fer qui apparaissent, pour éviter de dissoudre du fer dans les alliages d'aluminium, il faut tout simplement protéger les outillages. C'est pour ça qu'on met du poteillage sur les louches, sur les creusets métalliques, et puis également à l'intérieur des coquilles qui forment les empreintes des pièces, pour tout ce qui est coulé en coquille, que ce soit sous pression ou en gravitaire. Donc ces poteillages, des enduits réfractaires, qui vont permettre d'isoler le fer de l'acier, et de l'empêcher d'aller s'introduire et de se dissoudre dans l'aluminium pour créer ensuite ces composés qui sont néfastes. Une autre source de soucis dans les alliages d'aluminium, c'est l'oxygène. Donc là, ça devient plus problématique, puisque l'oxygène étant présent dans l'air, dès que vous allez avoir contact de l'aluminium liquide avec l'air, donc avec l'oxygène, l'alliage va dissoudre de l'oxygène. Et quand l'alliage va dissoudre de l'oxygène, au moment de la solidification, vous allez voir apparaître des oxydes d'alumine donc, sur cette micrographie. Alors ici, il ne s'agit pas d'un alliage aluminium-silicium, mais d'un alliage aluminium-cuivre. Mais dans les aluminium-silicium, ce sera le même principe. Donc ici, vous avez des petites particules noires qui sont en fait des amas d'oxyde d'alumine et donc qui vont également fragiliser l'alliage. Donc pour éviter d'obtenir des choses comme ceci dans les alliages, donc pour éviter de polluer les alliages avec des oxydes d'alumine, eh ben, il faut tout simplement procéder à une opération de désoxydation.
donc, de l'alliage. Donc ça se fait à l'état liquide avec des poudres ou des pastilles qu'on introduit soit à la surface du bain pour les poudres, soit dans le fond du bain avec un plongeur évidemment protégé par du potayage pour les pastilles. Et donc ça va permettre d'éliminer l'oxygène qui aura été dissous dans l'alliage. Une autre façon de se protéger de l'oxydation, c'est d'éviter de trop agiter les bains, donc les laisser relativement calmes. Plus vous allez brasser le bain, plus vous allez mettre d'alliage en contact avec l'oxygène et plus vous risquez de dissoudre de l'oxygène à l'intérieur du bain. Une troisième cause de problème dans les alliages d'aluminium, c'est le gazage. Donc le gazage, cette fois non plus par rapport à l'oxygène, mais par rapport à l'hydrogène. L'hydrogène, qui est un des composants de l'eau, et donc qui va s'introduire dans les bains par l'intermédiaire de charges pas bien séchées, de creusets humides, de l'humidité ambiante si éventuellement on est dans une période où il y a un fort taux d'humidité dans l'air. Voilà. Et donc cet hydrogène, il va se dissoudre à l'intérieur de l'alliage d'aluminium, il sera invisible dans le bain, mais quand on va solidifier l'alliage, vous allez avoir des porosités qui vont apparaître. Vous avez ici un exemple d'un AlSi7 avec des porosités liées au gazage. Vous voyez que les porosités, contrairement à tout à l'heure, sont bien circulaires, bien arrondies pour certaines. Et donc ça, c'est de l'hydrogène qui s'est en fait expansé pendant la solidification de l'alliage et qui a créé des porosités. Donc ces porosités vont évidemment fragiliser l'alliage et baisser ses caractéristiques mécaniques. Alors avant de couler un alliage, on peut contrôler la quantité de gaz qui sont dissous à l'intérieur. Pour ça, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la coulée sous vide. Donc là, vous avez un petit appareil sous pression. Vous avez une cloche ici, avec un système d'étanchéité à la base. Et là, vous avez un petit lingotin, un petit moule à lingotin, on va dire, qui se place ici à l'intérieur sous la cloche. Donc comment on procède? On place ça, enfin déjà on retire la cloche, on place ça sur l'appareil, on coule l'alliage liquide dans le creuset, et puis on va mettre la cloche, et ensuite il y a une pompe à vide qui va faire le vide sous la cloche. Et quand l'alliage va se solidifier sous vide, eh ben, ça va faciliter l'expansion des gaz qui se trouvent à l'intérieur. Et donc ensuite, on analyse le lingotin, et là vous avez différents cas de figure de lingotin. Ici, un indice de gazage 0, donc un alliage qui n'est pas gazé. On voit que le lingotin est resté bien plat, même à la limite qu'il s'est un peu retassé à la surface. Et puis quand il a été coupé en deux, on n'observe pas du tout de porosité à l'intérieur. Et ensuite, plus l'indice de gazage sera élevé, vous voyez, plus que le lingotin va gonfler à la surface par l'effet des gaz qui vont s'expanser pendant la solidification sous vide, et plus vous allez voir apparaître de porosité. Donc après, on peut passer d'un indice 5, 10, 20, 40, 80, donc qui sont des indices de gazage. Évidemment, plus l'indice est élevé, plus votre alliage sera de mauvaise qualité, puisqu'il sera chargé en gaz. Alors quand on a des bains qui sont gazés, on n'est pas obligé de tout jeter à la poubelle, on peut aussi dégazer le bain. C'est-à-dire qu'on va utiliser ici un rotor de dégazage. Donc vous avez un appareil ici qui est portatif, mais qui dans certaines fonderies peut être directement intégré au-dessus des fours. Vous avez ici un plongeur en graphite, donc qui va être totalement inerte par rapport au bain d'alliage d'aluminium, à l'intérieur duquel on va faire circuler de l'azote. Et cet azote, en remontant à travers le bain, va emprisonner les particules d'hydrogène et va les éliminer à la surface. Donc ce rotor-là, il tourne, il brasse un petit peu le bain, mais gentiment par l'intérieur, en évitant évidemment de recréer une oxydation. Et ça va nous permettre de dégazer le bain, donc par injection d'azote. L'autre possibilité, si on n'est pas équipé d'un rotor de dégazage, c'est d'utiliser des pastilles de flux de dégazage. Donc un petit peu comme les pastilles de modification, on va les mettre à la surface du bain, on va les plonger dans le fond du bain avec un plongeur en acier qui aura été potayé au préalable. Et puis ces pastilles, une fois dans le fond du bain, vont dégager de l'azote. Et cet azote va remonter à la surface en emprisonnant l'hydrogène et va permettre de dégazer le bain. On va maintenant revoir tout ça un petit peu, mais sous la forme de la conduite à suivre pour l'élaboration de la fusion des aluminium-silicium, mais des aluminiums aussi en général. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire, une fois que votre bain est complètement liquide, une fois que vous avez terminé la fusion de votre alliage dans le four, on va procéder à un décrassage, c'est-à-dire qu'on va écrémer la surface du bain. Ensuite, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de défaut lié à l'oxyde d'alumine, on va procéder à une désoxydation, donc avec des flux.
Et puis, si besoin, donc là tout dépend de ce qui est recommandé par rapport à la qualité de l'alliage qu'on veut avoir, on va faire un affinage. Donc l'affinage, c'est ce qui s'intéresse aux constituants primaires. Donc un affinage à base de titane bore pour les alliages hypoeutectiques et à base de phosphore pour les alliages hypereutectiques. Une fois que ça c'est fait, on peut faire un contrôle de gazage. Si l'alliage est gazé, procéder à un dégazage, soit avec la pastille, soit avec le rotor. Une fois que cette opération de dégazage est terminée, on va pouvoir, si l'alliage le nécessite, procéder à la modification, donc cette fois de l'eutectique, pour obtenir un eutectique fibreux plutôt qu'un eutectique aciculaire. Et une fois que cette opération est terminée, on procède au décrassage, puisque toutes ces opérations avec des flux, c'est des opérations qui vont faire remonter les crasses à la surface du bain, donc qu'il faut ensuite éliminer avec un écrémoire. Et une fois que le bain est décrassé, on peut procéder à la coulée. Si la coulée ne se fait pas dans la foulée du décrassage, il faut évidemment protéger le bain. Donc là, on aura une poudre qui va servir de flux de couverture qu'on va mettre à la surface du bain et qui va protéger le bain de l'oxygène, enfin de l'air ambiant, donc de l'oxygène et également de l'hydrogène si l'atmosphère est un petit peu humide. Voilà, donc pour résumer un petit peu toutes les différentes opérations qu'il faut respecter pour conduire la fusion d'un alliage aluminium-silicium dans de bonnes conditions et se garantir un maximum de qualité sur l'alliage.